Mesdames et messieurs, bonjour. C'est 15 h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française sur la télévision égyptienne. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme que l'Égypte est un élément de stabilité dans un monde perturbé qui ne cesse de changer lors de sa visite en Grèce. 15 morts et 10 blessés dans une frappe aérienne israélienne contre une école abritant des déplacés dans le nord de la bande de Gaza. L'Égypte salue la réussite des efforts omanais qui ont abouti à un accord de cessez-le-feu au Yémen avec les États-Unis. Et avec la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte est un élément de stabilité dans la région et qu'elle a adopté une politique équilibrée dans un monde plein de troubles et de perturbations. Lors d'une séance de discussion au palais présidentiel dans la capitale grecque Athènes avec son homologue grec Konstantinos Tassolas, le président el-Sisi a affirmé que la coopération et la coordination en cours entre le Caire et Athènes est dans l'intérêt de la sécurité et la stabilité de la région. Le président el-Sisi a aussi indiqué que l'Égypte continuait à déployer tous ses efforts afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de faire entrer les aides humanitaires dans les secteurs. Le président el-Sisi a d'autre part abordé les efforts que déployait l'Égypte dans le dossier de la migration clandestine, soulignant que suite au conflit dans le monde, l'Égypte abritait quelques 9 millions d'hôtes fuyant l'instabilité dans leur pays. Le président a ajouté qu'aucun bateau de migrants clandestins n'a quitté les côtes de l'Égypte en destination de l'Europe depuis septembre 2016. De son côté, le président grec Konstantinos Tassolas a déclaré que l'Égypte et la Grèce vont lancer le Conseil suprême de coopération entre eux, un pas qui contribue à promouvoir la coopération bilatérale à un accord de partenariat stratégique global. Lors d'une séance de discussion avec le président el-Sisi au palais présidentiel à Athènes, Tassolas a souligné que les relations avec l'Égypte constituaient un exemple à suivre dans le monde car elles sont basées sur la coopération et le bon voisinage. Le président grec a d'autre part dit aspirer à promouvoir la coopération et les relations bilatérales. Il a ajouté que les membres des deux conseils de ministres auront aujourd'hui d'importantes réunions élargies pour examiner les perspectives de coopération dans les domaines de la civilisation, la navigation, l'enseignement et la culture. Tassolas a par ailleurs indiqué que les deux côtés vont examiner le développement de la situation dans la Méditerranée et au Moyen-Orient, assurant que l'Égypte jouait un rôle important afin de restaurer la paix et libérer les otages. À la suite de son entretien avec le président grec, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, au siège du gouvernement à Athènes. La réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Au cours de sa visite à Athènes, le président el-Sisi doit présider le côté égyptien lors de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau égypto-grec. L'ambassadeur égyptien auprès de la Grèce, Omar Amir, a annoncé que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Athènes ouvrirait une nouvelle phase des relations bilatérales. Il a annoncé dans une interview spéciale avec la chaîne d'information égyptienne Nile News la création du Conseil suprême de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur d'Égypte en Grèce, Omar Amir, a qualifié les relations égypto-grecques de partenariat stratégique global, prometteuse et riche en opportunités pour approfondir et développer les domaines de coopération. Il a ajouté que les réalisations accomplies au cours de la dernière période ont contribué à renforcer les liens bilatéraux, notamment le projet d'interconnexion électrique qui constitue un pilier de renforcement de la sécurité énergétique et de la transition vers une économie verte. Les relations entre l'Égypte et la Grèce, forgées par des siècles d'échanges culturels et économiques, se renforcent aujourd'hui dans divers domaines, allant de la coopération énergétique à la sécurité régionale et passant par le tourisme et la diplomatie culturelle.
Les relations entre l'Égypte et la Grèce se renforcent aujourd'hui dans divers domaines, allant de la coopération énergétique à la sécurité régionale, en passant par le tourisme et la diplomatie culturelle. L'Égypte et la Grèce partagent un héritage historique remontant à l'Antiquité, marqué par des influences mutuelles dans les domaines de la philosophie, de l'art et de l'architecture. Aujourd'hui, cette proximité culturelle se manifeste à travers des projets archéologiques communs, comme les fouilles menées à Alexandrie et dans le delta du Nil. Des expositions itinérantes mettant en valeur les trésors des deux civilisations. Des échanges universitaires entre institutions égyptiennes et grecques, notamment dans les études méditerranéennes. Ces dernières années, les deux pays ont intensifié leur collaboration dans des secteurs clés. L'accord de 2020 sur la délimitation de la zone économique exclusive, ZEE, en Méditerranée orientale, a ouvert la voie à des partenariats stratégiques, notamment dans l'exploitation des gisements gaziers. En ce qui concerne les investissements mutuels, les entreprises grecques sont actives en Égypte dans les domaines des infrastructures, de la logistique et de l'agroalimentaire, tandis que l'Égypte explore des opportunités dans les ports grecs. Le renforcement des liaisons entre les ports du Pirée et d'Alexandrie stimule les échanges commerciaux. Face aux défis géopolitiques en Méditerranée orientale, l'Égypte et la Grèce ont consolidé leur alliance à travers des exercices militaires conjoints, comme la participation régulière aux manœuvres Medusa. Une coordination diplomatique sur des dossiers sensibles tels que la question chypriote et la stabilité en Libye. Un dialogue trilatéral incluant Chypre, visant à promouvoir une approche commune sur les enjeux énergétiques et sécuritaires. Le partenariat égypto-grec, riche de son passé et résolument tourné vers l'avenir, sert de modèle de coopération régionale. Comme l'a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa dernière visite à Athènes, nos deux yeux sont unis par la Méditerranée, mais aussi par une vision commune de paix et de prospérité partagée. Passons à la bande de Gaza où le porte-parole de la défense civile Mahmoud Bassallah a fait état aujourd'hui de 15 morts et 10 blessés dans une frappe aérienne israélienne contre une école abritant des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza. Entre-temps, le ministère palestinien de la Santé a fait état de 38 martyrs et 145 blessés par l'agression israélienne dans les dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, l'agression israélienne a fait au moins 52 653 morts et 118 987 blessés dans la bande de Gaza, en majorité des civils, depuis le 7 octobre 2023. Un média d'État libanais a indiqué qu'une frappe de drone israélien aujourd'hui sur une voiture avait fait un mort à Saïda, principale ville du sud du Liban, en dépit du cessez-le-feu entre Israël et le mouvement Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, l'armée de l'occupation israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, visant visés combattants et infrastructures de Hezbollah très affaiblis par la guerre. Ce dernier a affirmé, lui, respecter le cessez-le-feu. Certaines frappes israéliennes visent parfois également des membres du Hamas au Liban. Le Liban presse notamment les États-Unis et la France, garants de l'accord de cessez-le-feu, de contraindre Israël à cesser ses attaques et se retirer des 5 positions frontalières dans lesquelles il s'est maintenu. L'État libanais assure respecter ses engagements et accuse Israël de ne pas en faire de même. L'Égypte a salué la réussite des efforts omanais qui ont abouti à un accord de cessez-le-feu au Yémen avec les États-Unis. L'Égypte a espéré que cet accord aura un impact positif sur la liberté de navigation dans la mer Rouge. L'Égypte a exprimé son souhait que la période à venir verrait un engagement envers cet accord, ce qui donnerait un élan à la fin de la guerre israélienne à Gaza. Les États-Unis et les Houthis du Yémen sont parvenus à un accord de cessez-le-feu selon le médiateur omanais après que le président Donald Trump eut annoncé l'arrêt des frappes américaines contre ces rebelles. Auparavant, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr el-Boussaïdi, avait déclaré qu'à la suite de discussions et contacts menés par le sultanat d'Oman avec les États-Unis et les autorités concernées à Sanaa, les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. À l'avenir, aucune des deux parties
ne prendra pour cible l'autre, y compris les navires américains en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandab, au large du Yémen. Le cessez-le-feu permettra de garantir la liberté de navigation et la fluidité du commerce maritime international. Sur un autre plan, le chef politique des Houthis, Mahdi el-Mashat, n'a pas commenté l'annonce de M. Trump, mais a promis dans un communiqué une riposte foudroyante contre Israël, allié des États-Unis. Intervenant à la télévision des Houthis Al-Masira, Mohammed Abdessalem, porte-parole des rebelles, a déclaré qu'elle continue à évaluer la position américaine pour qu'elle ne se limite pas à de simples déclarations. Selon lui, si l'ennemi américain reprend ses attaques, les Houthis reprendront leurs frappes. L'Égypte suit avec une grande inquiétude les développements actuels entre l'Inde et le Pakistan, marqués par des échanges de tirs et ont entraîné des morts et des blessés. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration égyptienne a souligné l'importance de déployer tous les efforts pour apaiser la situation et désamorcer la crise afin d'éviter que la région ne sombre dans davantage d'escalade et de tensions. L'Égypte a également appelé l'Inde et le Pakistan à faire preuve de retenue, à privilégier le dialogue par les canaux diplomatiques et à réaffirmer l'importance de recourir à des solutions pacifiques pour répondre aux aspirations des deux peuples amis à la paix et à la stabilité. Entre-temps, l'armée pakistanaise a annoncé que le bilan des victimes des frappes aériennes menées par les forces indiennes sur son territoire au cours des dernières heures s'est élevé à 38 morts et des dizaines de blessés. En revanche, l'armée indienne a déclaré que plusieurs civils avaient été tués dans un bombardement pakistanais dans la région de Cachemire, et ce, quelques heures après que New Delhi a annoncé une vaste offensive contre des zones pakistanaises dans cette région disputée. Le Pakistan a informé le Conseil de sécurité de l'ONU de ce qu'il a qualifié d'agression flagrante commise par l'Inde, avertissant du danger que cela représente pour la paix et la sécurité internationale. Le Pakistan a affirmé dans sa notification au Conseil qu'il se réserve le droit de riposter à cette agression au moment et à l'endroit de son choix, en vertu de son droit légitime à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette démarche pakistanaise intervient dans un contexte de tensions militaires croissantes avec l'Inde à la suite des raids aériens indiens qui ont visé des zones du Pakistan et au Cachemire, faisant des morts et des blessés parmi les civils. Des rapports médiatiques iraniens ont annoncé que le 4e round des négociations indirectes entre Téhéran et Washington aura lieu dimanche prochain dans la capitale omanaise Mascate. L'Iran et les États-Unis doivent se retrouver samedi à Oman pour une 3e session de pourparlers sur le dossier nucléaire iranien entre le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a relancé sa politique dite de pression maximale contre l'Iran, avec qui les États-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1981. Il a appelé en mars Téhéran à négocier un nouvel accord. Des attaques de drones entre la Russie et l'Ukraine ont tué 2 personnes à Kiev hier soir, quelques heures avant l'arrivée de dirigeants étrangers pour les célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 28 avril une trêve unilatérale de 3 jours, du 8 au 10 mai, à l'occasion de cette commémoration à laquelle doivent participer près d'une trentaine de dirigeants étrangers, dont son allié, le président chinois Xi Jinping. Le maire de la ville de Kiev a déclaré que des débris de drones ont chuté sur un immeuble de 5 étages dans l'ouest de la capitale, provoquant un incendie qui a coûté la vie à 2 habitants. Il a ajouté que l'attaque se poursuit. 8 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées et 3 ont été hospitalisées, les autres étant soignés sur place.
3 enfants ont notamment été hospitalisés pour des brûlures après la chute de débris d'un drone qui a incendié leur immeuble de 9 étages d'un quartier dans l'ouest de la ville, selon les services de secours. La ville de Zaporizhia a également été attaquée par 13 drones russes durant la nuit dernière, selon la police qui a fait état de 4 blessés. Par ailleurs, des attaques de drones ukrainiens contre la région de Moscou ont entraîné la fermeture à 2 reprises de l'aéroport international de Sheremetyevo, selon le représentant de l'Agence nationale de l'aviation. Mardi, l'Ukrainien avait lancé une attaque massive de drones qui avait entraîné la suspension du trafic dans les aéroports de Moscou et d'autres grandes villes. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.